Bonjour tout le monde. Le cours de la réaction d'oxydoréduction. Donc, comme on avait vu dans les réactions acido-basiques, les réactions d'oxydoréduction forment une grande catégorie de réactions chimiques. Les termes oxydation et réduction sont très anciens, mais comme dans le cas des acides et des bases, leurs définitions ont évolué. Nous allons maintenant voir le plan de travail. On va commencer tout d'abord par quelques notions historiques. On passe au deuxième axe, équilibrer, c'est de savoir comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction. Le troisième axe sera consacré aux ampholites redox, tandis que le quatrième va traiter le degré d'oxydation. Donc l'avant-dernier sera consacré aux prévisions du sens d'une réaction. Et donc pour terminer cette présentation, on va passer sur quelques règles qui sont très connues lorsqu'on parle de l'oxydoréduction, qui sont tout simplement les règles alpha et de gamma. Alors, le terme oxydation remonte à Lavoisier. Lavoisier, c'est un Français qui a bien sûr découvert l'élément oxygène en 1774. Donc, la définition initiale, c'est une combinaison d'un élément avec l'oxygène. Alors, une fois que vous allez combiner un autre élément avec l'oxygène, c'est-à-dire vous avez une oxydation. Un exemple, si vous prenez un mercure maintenant comme élément et vous le mélangez avec un demi d'oxygène, vous obtiendrez HGO et donc c'est une oxydation. Quant à la réduction, c'est l'extraction d'un métal de son oxyde. Exemple qui illustre cette réduction, quand vous prenez par exemple le fer d'oxygène plus le carbone et vous allez extraire un oxygène, donc ou bien un métal qui est de fer par l'oxydant qui est de l'oxygène. Alors vous obtiendrez tout simplement le fer Fe plus CO, le monoxyde de carbone plus le fer. C'est ça l'équation de la réduction selon Lavoisier. Mais si on prend les exemples suivants, on écrit le cuivre Cu plus 1 demi O2, nous allons obtenir CuO. Si maintenant on prend le cuivre avec le chlore et le diochlore, nous allons obtenir tout simplement CeCl2. Si nous allons maintenant prendre le cuivre avec un huitième S8, nous allons obtenir un CuS. On remarque que le cuivre réagit de façon comparable avec l'oxygène, le chlore et le soufre. Pardon. Ces réactions sont strictement analogues. Dans ces trois cas, l'atome de cuivre perd 2 électrons pour former le cation CO2+, tandis que les atomes non métalliques acceptent des électrons pour donner les anions O2-, Cl- et S2-. Donc, le terme oxydation a été généralisé en le rendant indépendant de l'élément oxygène et en le basant sur la perte d'électrons. Donc, c'est une autre définition qui est différente de celle de Lavoisier. Cette nouvelle définition
se base, comme on a dit, en rendant indépendant de l'élément oxygène et en le basant sur la perte d'électrons au lieu de, c'est-à-dire de l'extraction ou bien de, comme on avait vu, la combinaison d'un autre élément avec l'oxygène. L'expérience, si on prend un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de cuivre, nous avons placé une barre de zinc. Donc, nous allons attendre 24 heures plus tard. La couleur bleue a disparu et la solution est devenue transparente. Donc, la question qui se pose, que s'est-il passé? Donc, la barre de zinc s'est recouverte, bien sûr, d'une substance noirâtre. C'est une constatation. Alors, c'est ça la question que vous devez poser. Que s'est-il passé? Eh bien, les ions CO2+, responsables de la couleur bleue de la solution, ont disparu et se sont transformés en métal, cuivre, qui s'est déposé sur la surface du zinc. Le cuivre, en s'oxydant, est devenu noirâtre. Donc, une fois que le cuivre s'oxyde, il devient noir. On dit que l'ion cuivre a capté 2 électrons selon la demi-équation CO2+, plus 2 électrons donne Cu. C'est ça l'ion. Donc, de cuivre a capté 2 électrons, tandis que l'atome de zinc a perdu 2 électrons. Donc, Z a perdu Zn de plus 2 électrons. Donc, en partant de quelques définitions, on commence d'abord par l'oxydant et puis le réducteur. Qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce chimique, atome, molécule, ou ion ou autre, mais dont la propriété est d'être capable de capter un ou plusieurs électrons. C'est ça le rôle de l'oxydant, c'est d'être capable de capter un ou plusieurs électrons. Donc, on dit qu'il subit une réduction. Et voilà un exemple. Si vous écrivez CO2+, plus 2 électrons, donne Cu. Alors, l'oxydant qui a capté les électrons, c'est CO2+. Donc, il a capté avec lui 2 électrons. Et celui qui a, c'est-à-dire perdu les électrons, c'est le réducteur Cu. Donc, la réduction est un gain d'électrons. Donc, on peut constater tout simplement que l'oxydation est une perte d'électrons, si vous voulez. Un réducteur, à son tour, c'est une espèce encore chimique capable de céder, c'est-à-dire de perdre un ou plusieurs électrons. On dit qu'il subit une oxydation. Si vous prenez la demi-équation de fer, Fe2+, va donner Fe3+, plus un électron. Donc, l'oxydant qui a gagné, qui a capté, bien sûr, l'électron, c'est Fe3+, tandis que le réducteur Fe2+, a perdu un électron. Et c'est ça l'équation d'oxydation. Donc, comme vous le savez, comme on l'a déjà signalé, l'oxydation est une perte d'électrons. On passe à un autre thème. On parle souvent du couple d'oxydoréduction. Eh bien, de quoi il s'agit? Le couple oxydoréduction, c'est au couple oxydoréducteur, c'est un couple de 2 substances qui peuvent être transformées l'une dans l'autre par oxydation et réduction, c'est-à-dire oxydant plus N électrons donne le réducteur. Dans le sens direct, c'est la réduction qui se passe. Dans le sens inverse, c'est le cas d'oxydation qui est mis en jeu. Donc, les 2 substances sont dites espèces conjuguées.
Donc l'oxydant réducteur, ce sont des espèces conjuguées. Le passage d'une forme à l'autre implique une variation du nombre d'électrons. Cette variation du nombre d'électrons peut être évidente quand des ions interviennent, mais il peut aussi ne pas l'être quand aucune des espèces du couple n'est chargée. Des règles simples permettront bien sûr d'identifier les couples d'oxydoréduction à couple sûr. Et voilà quelques exemples. Un métal et son cation forment un couple d'oxydoréduction, puisque l'on passe du métal au cation par arrachement d'électrons, oxydation, inversement du cation au métal par fixation d'électrons, réduction. Donc, un métal égale à réducteur, cation c'est l'oxydant. Et voilà comment ça fonctionne. Un métal dans le cation plus un électron. Dans le sens direct, c'est l'oxydation. Si vous passez d'un métal au cation, c'est l'oxydation qui se passe. Si vous passez du cation au métal, c'est la réduction qui se passe. Donc selon votre lecture. Si on prend l'exemple de Fe, le fer a perdu 2 électrons. Donc en devenant Fe de plus, des ions en s'ionisant, Fe de plus 2 électrons. Donc, dans le sens direct, c'est l'oxydation. Donc, le fer a s'oxydé en donnant 2 électrons. Pour le sens inverse, donc Fe de plus 2 électrons donne le fer à l'état solide. Un non-métal maintenant et son anion forment un couple d'oxydoréduction puisque l'on passe du non-métal à l'anion par fixation d'électrons. C'est la réduction. Et inversement, de l'anion au non-métal par arrachement d'électrons, c'est l'oxydation qui se passe. Et voilà encore, c'est-à-dire un schéma qui illustre le passage. Si vous passez de non-métal aux anions, dans le sens direct, c'est la réduction. Dans le sens inverse, c'est-à-dire vous passez de l'anion au non-métal, c'est le passage d'oxydation. Voilà 2 exemples. Si vous prenez l'oxygène avec les ions d'oxygène de moins, O2-. Donc si vous passez dans le sens direct, c'est la réduction. Pour les 2 cas, je crois que oui, certainement, c'est la réduction qui se passe. Vous passez de l'azote vers N3-, c'est encore la réduction. Donc la plupart des couples d'oxydoréduction concernent des espèces non chargées et il n'est pas toujours évident de se rendre compte que le passage d'une espèce à l'autre implique une variation du nombre d'électrons. On prend quelques exemples, N2 et NH3. N2 c'est un oxydant, comme on l'avait déjà vu, et NH3 c'est un réducteur. Et voilà la demi-équation. Si vous prenez N2 avec NH3, donc vous allez équilibrer l'équation, puisqu'il y en a 2 multiplié par 3, donc nous avons 6H+, et puisqu'il y en a 6+, ce sont des ions positifs, donc il nous fallait ajouter 6 électrons. Donc si vous passez dans le sens direct, c'est la réduction, c'est l'autre passage, donc c'est l'oxydation. Un autre exemple de HNO3 et NO2. Donc, bien sûr, HNO3 c'est l'oxydant, tandis que NO2 c'est le réducteur. Si vous prenez HNO3 avec NO2, eh bien, vous allez équilibrer à partir des hydrogènes et des charges positives et négatives. Donc, en posant des protons, des électrons. Donc, donc vous appuyez sur le passage direct, c'est la réduction. Dans le cas où on passe de NO de plus H2O au HNO3, donc c'est l'oxydation qui se passe, qui aura lieu. Donc pour un couple, le passage d'une forme à l'autre
constitue une demi-réaction d'oxydoréduction. Bon, qui implique en effet deux couples d'oxydoréducteurs différents. Au cours de la réaction d'oxydoréduction, le réducteur d'un du couple cède des électrons à l'oxydant de l'autre couple. Une réaction d'oxydoréduction est donc une réaction d'échange d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Les deux réactifs se transforment en leur espèce conjuguée. Donc on résume, les électrons sont simplement échangés entre les réactifs et ils ne sont ni créés ni détruits. Le nombre d'électrons cédés par le réducteur va obligatoirement strictement égal au nombre d'électrons fixés par l'oxydant et n'apparaissent pas dans l'équation Bélan. Couple 1, c'est OX1 ride 1, couple 2, OX2 ride 2. La demi-équation réaction 1, OX1 plus N1 électron, va donner ride 1. Et la demi-réaction de OX2 plus N2 électrons va donner ride 2. La réaction entre les couples est la somme des deux demi-réactions affectées de coefficients tels que le nombre d'électrons échangés soit le même. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'en général, on multiplie la réaction 1 par N2 et la réaction 2 par N1. Ainsi, le nombre d'électrons échangés est N1 fois N2. Les réactions d'oxydoréduction entre les couples 1 et 2. Donc, si vous passez à N1 ride 2 à N2 OX2, c'est l'oxydation. Si vous passez de N2 OX1 à N2 ride 1, c'est la réduction qui se passe. Donc, c'est l'équation Bélan d'une oxydoréduction. Donc, comment équilibrer maintenant les réactions d'oxydoréduction? Comme toute réaction chimique, une réaction d'oxydoréduction doit respecter les règles de conservation de la matière et des charges électriques. Donc, deux choses pour vous mettre à l'œuvre, c'est que vous devez regarder tout d'abord la conservation de la matière et ainsi la conservation des charges électriques. Il existe des règles simples qu'il suffira de suivre strictement pour pouvoir équilibrer les réactions d'oxydoréduction sans risque d'erreur, et on verra plus tard que c'est pas très dur. On procède différemment selon que la réaction a lieu en milieu acide ou basique. Dans la grande majorité des cas, on opère en milieu acide. Au milieu acide marche ou bien le mode opératoire. On commence par équilibrer les deux demi-réactions d'oxydoréduction avant d'équilibrer la réaction elle-même. C'est comme vous divisez les tâches. Alors, pour équilibrer les demi-réactions, premièrement, on équilibre en premier lieu les atomes ordinaires, autres qu'oxygène et hydrogène, en introduisant des coefficients stoichiométriques. La deuxième étape, on équilibre les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau du côté de la flèche où il en manque bien sûr. La troisième étape, on équilibre les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions hydrogène H+, ou bien du proton, du côté de la flèche où il en manque. La quatrième étape, on équilibre les charges électriques en ajoutant des électrons du côté de la flèche où il en manque. Bien, si maintenant vous êtes dans un milieu basique, ou bien, voici le mode opératoire. On équilibre d'abord la réaction comme s'il avait lieu en milieu acide en suivant les règles précédentes. Donc, voilà les règles. On équilibre en premier lieu les atomes. Bien sûr, la deuxième étape, on équilibre les atomes d'oxygène. La troisième, on équilibre à partir des hydrogènes.
la quatrième étape à partir des charges. Donc on élimine les ions H+, en ajoutant des ions OH- maintenant de chaque côté de la flèche. On remplace les ions ou bien H+ des protons par OH- et OH- situés du même côté par des molécules d'eau, puisque OH- et H+ donnent H2O, puisque moins et plus vont s'éliminer. Bien, on simplifie éventuellement l'écriture en supprimant les H2O du côté de la flèche où ils sont le moins nombreux. Et voilà, OX plus un PH2 plus un électron devient RED plus Q fois H2O. Donc P, N et Q, ce sont bien sûr des coefficients entiers. Si on suppose que P est inférieur à Q, dans ces conditions, de la même façon, vous pouvez réduire POH- et pH+ par H2O. Donc, et pH2O peut être Q moins P facteur de H2O. Donc, et voilà une de mes réactions équilibrées au milieu basique. OX plus un certain nombre d'électrons va donner RED plus un coefficient multiplié par OH- plus un Q moins P multiplié par H2O. Exemple, si on prend le couple N2, NH3, donc on équilibre les atomes d'azote N, donc nous avons N2 et NH3, donc il vaut mieux multiplier par 2. Et voilà 2NH3. Mais une fois que vous ajoutez 2, nous avons maintenant 2 multiplié par 3, c'est 6H+. Donc vous devez ajouter à l'autre égalité un 6H+. Et puisque vous avez un 6+, donc des ions plus, vous allez ajouter 6 électrons. Donc la première chose, c'est on équilibre les atomes d'azote N. La deuxième étape, on équilibre les atomes d'oxygène. Ici, il n'y en a pas. La troisième étape, on équilibre les atomes d'hydrogène en ajoutant des protons H+. La quatrième et la dernière, on équilibre les charges en ajoutant des électrons. Le deuxième exemple, couple HNO3, NO2. Voilà HNO3, NO2, donc nous avons un seul N équilibré. Pour les oxygènes, j'ai 3 oxygènes dans la première égalité, tandis que la deuxième, j'ai 2. Donc il me suffira d'ajouter un oxygène. Et puisque j'ai pour les hydrogènes H+, j'ai 1 dans la première égalité et pas dans la deuxième, donc il me fallait rajouter 2H+. Donc j'ai enfin NO2 plus H2O. Donc il me fallait, puisque j'ai ajouté H, donc il me fallait rajouter dans la deuxième égalité, la première égalité, un H+. Donc plus et moins, il me fallait rajouter un électron. Donc c'est fait. La première étape, on équilibre les atomes d'azote N, rien à faire, ce sont les mêmes dans les deux côtés. La deuxième étape, on équilibre les atomes d'oxygène O en ajoutant H2O. La troisième étape, on équilibre les atomes d'hydrogène H en ajoutant des ions H+. La dernière étape, c'est équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Et bien, c'est fait. Pour le couple MnO4-, MnO2 au milieu basique, voilà l'équation, la demi-équation MnO4-, MnO2. Donc il vous suffit de rajouter 4H au moins puisque vous êtes dans un milieu basique, et automatiquement vous avez 4H+, donc vous devez rajouter 2H2O. Donc et vous suffit bien encore d'équilibrer les charges
vous avez 3 électrons, 3 électrons, 4 électrons, 4. Donc c'est équilibré. Équilibrage de la réaction. L'oxydant d'un des couples va réagir avec le réducteur de l'autre couple. Eh bien, on résume. Il suffit de multiplier chacune de mes réactions par un coefficient tel que le nombre d'électrons échangés soit le même, puis de faire la somme des oxydes de réduction entre les deux couples. Et voilà le mode opératoire. Donc si on prend la première de mes réactions avec ça, celle avec celle-là, donc c'est ça ce qu'on veut. HNO3 plus H+, plus un électron, NO2 plus H2O va donner, donc il nous fallait multiplier par 6 puisqu'on a maintenant 6 électrons et 6 H+. On a dit que dans l'équation bilan, il ne faut pas, il faut disparaître donc les électrons et les ions H+. Donc si vous multipliez cette équation, cette demi-réaction par 6, donc vous faisiez le bilan et nous allons tomber sur 6HNO3 plus 6H+, plus 6 fois les électrons, bien sûr plus 2NH3. Donc allons de l'autre côté de l'égalité, plus 6NO2 plus 6H2O plus N2 plus 6H+, plus 6 électrons, et on simplifie les 6H+, avec les 6 qui sont là, et ainsi que les 6 électrons se trouvent là avec l'autre côté, et on tombe sur l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. 6HNO3 plus 2NH3 va donner 6NO2 plus 6H2O plus N2. Qu'est-ce que c'est qu'en folite redox? Bien, on a déjà vu un thème identique dans le cours de la base et acide. Maintenant, on parle d'un folite redox. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est une espèce pouvant fonctionner soit comme réducteur, soit comme oxydant. Et on avait vu l'autre fois que l'ompholite, ou bien ompholite dans les acides de base, c'est celle qui joue à la fois le rôle de, bien sûr, de la base et de l'acide à la même fois. C'est le cas de l'eau, c'est-à-dire en faisant l'autoprotolyse. Bien, voici un exemple. Si on prend le fer à l'état solide, va donner les ions Fe de plus en subissant une réduction. Donc, en faisant une oxydation en devenant Fe3+. Bon, dans la première transformation, Fe2+ va devenir à l'état solide, le fer solide. Donc c'est le couple Fe2+ à queue en devenant solide, le fer solide. Bien, maintenant ici, si vous voyez clairement que Fe2+ va devenir Fe3+ c'est-à-dire en subissant une oxydation. L'état d'oxydation, ou bien de quoi il s'agit? C'est très important. On aboutira plus ensemble à connaître le plus de cette notion. Dans un composé, chaque élément se trouve dans un état d'oxydation bien défini. Cet état est caractérisé par le nombre d'oxydation ou bien le degré d'oxydation, qui sont deux termes synonymes. Donc, que ce soit vous utilisez le nombre ou bien le degré d'oxydation, c'est identique, c'est la même chose.
Bon, de quoi il s'agit ce nombre ou bien ce degré d'oxydation? Eh bien, il caractérise l'état d'oxydation d'un élément dans un composé. C'est un nombre entier, positif ou négatif, qui indique l'importance de la perte ou du gain d'électrons de cet élément. Dans le composé considéré, bien sûr, par rapport à l'atome neutre. Convention d'écriture en cas de nécessité, le nombre d'oxydation doit être indiqué entre parenthèses et au-dessus de symbole de l'élément dans une formule brute ou développée. Bien, comme vous le savez, le concept de l'état d'oxydation est très utile pour l'établissement des équations stoichiométriques des processus redox. Cependant, ce concept n'est qu'un formalisme, l'état d'oxydation n'étant pas une propriété intrinsèque de l'atome, et il faut par conséquent appliquer des règles strictes pour attribuer le nombre d'oxydation à un élément dans un composé donné. Ce que vous devez tenir en compte, c'est que le degré d'oxydation, c'est la charge fictive portée par un élément dans un composé chimique. Eh bien, comment calculer ce nombre d'oxydation? A. Cas particulier, le nombre d'oxydation des éléments dans un composé simple est nul. C'est un cas particulier que vous devez retenir par cœur. Si vous prenez par exemple H2, son nombre d'oxydation d'hydrogène égale 0. Ainsi qu'O2 est de la même chose pour N2, leur nombre d'oxydation ou bien leur degré d'oxydation égale à 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués par des éléments ou bien composés par des éléments simples. La somme maintenant des nombres d'oxydation d'un composé chimique est égale à la charge portée par ce composé. Voilà un exemple. Si vous prenez une espèce de SO4 la somme de nombre d'oxydation égale à moins 2, c'est-à-dire égale au nombre d'oxydation de sulfate plus 4 multiplié par le nombre d'oxydation d'oxygène. Bon, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2, sauf dans O2 égale, c'est-à-dire l'oxygène égale 0, dans OF égale à plus 1. Dans les peroxydes H2O2, le nombre d'oxydation de l'oxygène égale à moins 1. Le nombre maintenant d'oxydation d'hydrogène est égal à plus 1, sauf dans H2, on avait vu que il est composé d'éléments simples, donc il égale 0. Dans MH, hydrure, N, Li, Na, K et CS, MH, le nombre d'oxydation d'hydrogène égale à moins 1. Donc, si vous disposez de MH, d'hydrure, de M, de lithium, de l'azote, ou bien de... Non, c'est pas de l'azote, c'est de calcium, césium, MH, donc le nombre d'oxydation d'hydrogène dans ces composés est égal et d'ordre moins 1. Exemple, si on veut calculer maintenant le nombre d'oxydation dans les composés H2O et NO2. Pour le cas de H2O, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2 et le nombre d'oxydation d'hydrogène est égal à plus 1. Pour l'élément NO2, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Donc soit X le nombre d'oxydation de N alors. Maintenant aussi le nombre d'oxydation de H et celui de l'oxygène, et il nous reste un seul inconnu qui est de l'azote. Donc c'est une équation x-4 égale à 0. Vous devez, ce qui implique tout simplement que x égale à 4, donc le nombre d'oxydation de l'azote est plus 4. Un truc très important, c'est comme la magie, quand vous arrivez à prévenir, quand vous êtes arrivé plutôt
d'être capable de prévenir le sens d'une réaction d'oxydoréduction. Eh bien, les réactions d'oxydoréduction sont caractérisées par une constante d'équilibre Kr. La valeur de cette dernière permet de savoir quel est le plus, ou bien quel est le sens privilégié de la réaction. Dans la pratique, on utilise une autre grandeur caractéristique des deux couples d'oxydoréduction concernés. Cette grandeur, c'est le potentiel standard E0 ou le potentiel de référence du couple oxydoréducteur. Cette grandeur, il s'agit d'une tension électrique, donc il s'exprime en volts. Chaque couple possède ainsi son propre potentiel de référence ou bien son potentiel standard, et celui-ci est indiqué dans des tables. On verra plus tard pour chaque couple leur potentiel standard. Une substance est d'autant plus oxydante que le potentiel de son couple est élevé. Donc vous devez retenir ces constatations. La première constatation, c'est que pour une substance est d'autant plus oxydante que le potentiel de son couple est élevé. La deuxième constatation, une substance est d'autant plus réductrice que le potentiel de son couple est faible. En résumé, la réaction spontanée se produisant dans les conditions standards entre deux couples d'oxydoréduction est celle qui se produit entre le meilleur oxydant de potentiel standard le plus élevé et le meilleur réducteur de potentiel standard le plus faible. Les conditions standards, bien sûr, de température et de pression. Bien, on est dans les conditions standards. La question qui se pose, quand est-ce qu'on est dans les conditions standards? On est dans les conditions standards quand les concentrations de toutes les espèces intervenant dans les couples concernés sont égales à 1 mol par litre. De plus, la pression doit être égale à 1 atmosphère. La température peut être quiconque, mais les tables donnant les valeurs thermodynamiques à une température de 25 degrés C, ce qui équivaut à 298 Kelvin, on se place en général à cette température. Voilà, on a donc cité dans le plan quelques règles pour calculer bien sûr ou bien prévenir le sens de la réaction. On dispose d'une règle qui s'appelle la règle de alpha et ou bien la règle de gamma, c'est la même chose. Moyen, c'est une moyen permettant la prévision de la réaction spontanée entre deux couples dans les conditions standards. Donc, vous avez maintenant alpha, c'est comme ça alpha. Donc, c'est comme ça alpha. Donc, pour que vous sachiez le meilleur oxydant qui va réagir avec le meilleur réducteur, si en faisant dessiner l'alpha, donc vous allez arriver à distinguer la meilleure réaction. Donc c'est celle qui est bien sûr avec O0 croissant. Eh bien, vous allez tomber sur O01 supérieur à O02. Donc OX1 va réagir avec RIT2 et OX2 va réagir avec RIT1. Et voilà l'équation réaction spontanée. OX1 va réagir avec RIT2 donnera une RIT1 avec OX2. Donc OX1 c'est le meilleur oxydant que OX2 et bien sûr que le RIT2 c'est le meilleur réducteur que RIT1. De la même façon pour la règle gamma c'est comme ça. Cette fois-ci vous avez O01 supérieur à O02,
Donc on verra OX1. Le meilleur oxydant va réagir avec le meilleur réducteur 2. Donc qui va donner tout simplement l'oxydant 2 plus RID1. Et voilà la réaction spontanée. OX1 plus RID2 va donner RID1 plus OX2. Et bien sûr, dans le potentiel standard croissant. Et voilà quelques pouvoirs réducteurs de quelques formes oxydantes, ainsi la forme réductrice. Bien sûr, comment varie le pouvoir oxydant et le pouvoir réducteur des deux formes, avec bien sûr en fonction du potentiel standard. Si vous prenez par exemple aluminium 3+ avec la forme réductrice aluminium, et bien le potentiel standard c'est moins 1,66 volts. Et bien pour le pouvoir oxydant, il diminue dans le sens inverse par rapport au pouvoir réducteur. Bien, c'est le reste de la première diapo, du premier diapo. Donc on avait déjà vu, donc vous avez ici quelques éléments de forme réductrice et leur forme oxydante, et le référentiel, le potentiel de référence ou bien le potentiel standard. Et nous avons vu que le pouvoir réducteur varie dans le sens inverse par rapport au pouvoir oxydant. Et dans la prochaine vidéo, on va traiter les piles électrochimiques, le potentiel de l'électrode. Donc on va connaître c'est quoi une loi de Nernst, et de même c'est quoi la loi de Nernst généralisée. Donc on verra les différents types d'électrodes. Donc on va se connaître avec la pile de Daniel. De même les facteurs influents sur le potentiel, et ainsi la variation du pouvoir en fonction du pH. On va savoir comment calculer la constante de l'équilibre, et finalement nous allons voir le dosage potentiométrique. À la prochaine vidéo, à bientôt.